Alors nous avons aujourd'hui une séance de communication libre. Notre passe-président Jacques Beaulieu devait présenter les deux premiers orateurs. Malheureusement, heureusement pour lui, il est au Cambodge actuellement, et malheureusement pour les deux orateurs, il ne peut les présenter. Et je vais appeler Jean-Yves Mabru, qui est un de ses collaborateurs bien connus, qui va nous faire la première communication sur le traitement chirurgical des dilatations congénitales des voies biliaires intrahépatiques, maladie et syndrome de Caroli, résultat d'une étude multicentrique de l'Association française de chirurgie 2012. Merci. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs, Mesdames, Messieurs, c'est tout d'abord pour moi un honneur de vous présenter une partie, en tout cas, de ce rapport multicentrique que nous avait confié l'Association française de chirurgie. Nous étions donc trois rapporteurs. Reza Kianmanèche, qui est ici présent, qui rapportera les pathologies concernant l'anomalie de jonction biopancréatique, Jean-François Gigot de Bruxelles et moi-même. Tout d'abord, pour des diapos, s'il vous plaît, pour les repasser. Droite et gauche. Là ? Oui. Ok. Merci. Tout d'abord, ce travail multicentrique est l'issue de 26 centres. Donc, tout d'abord, remercier tous les participants de ces centres, tous les centres participants. L'Association française de chirurgie, donc, concerne à la fois des centres participants en France, mais également d'autres centres francophones en Europe et en Afrique du Nord. Donc, la maladie de Caroli. Finalement, la classification des dilatations congénitales des voies biliaires est celle actuellement utilisée, est celle de Todani, il y a plus de 30 ans, rapportée il y a plus de 30 ans. Et nous allons nous consacrer essentiellement au type 5, qui concerne finalement les pathologies les plus rares, qui concernent les dilatations qui sont localisées en intrahépatique, puisque les types 1 sont les plus fréquents, avec une atteinte d'une dilatation du cholédoque, le type 2, diverticule de la voie biliaire principale, le type 3, le cholédococcèle, le type 4 avec une atteinte intra- et extrahépatique, et enfin le type 5 où on a une atteinte uniquement intrahépatique. Et en fait, dans cette classification, vous voyez ici qu'il y a une flèche rouge qui a été mise en place, puisqu'il faut séparer d'un point de vue physiopathologique les types 1 à 4 où on aura comme explication physiopathologique une anomalie de la jonction biopancréatique, et ce sera le sujet présenté par Reza Kianmanèche après. Et puis ici, le type 5, où on a une anomalie qui est uniquement intrahépatique, et il n'y a pas d'anomalie de la jonction biopancréatique. Puisque d'un point de vue physiopathologique, on explique le développement de ces lésions intrahépatiques, de ces anomalies, par une anomalie de développement de la plaque ductale, de la plaque canalaire qui va former les voies biliaires en intrahépatique. Vous voyez ici un schéma qui représente la formation normale qui se fait entre la 7e et la 12e semaine au niveau embryologique, avec une formation centrifuge depuis la convergence jusqu'à la périphérie. Et en cas de formation anormale, on va pouvoir retrouver des canaux biliaires anormaux qui sont autour des espaces portes. Cette explication physiopathologique permet de mettre en évidence le signe spécifique de la maladie qui n'est pas présent dans tous les cas, qui est inconstant, qu'on retrouve dans 15 à 20% des cas. C'est ce qu'on appelle le central dot sign qui a été rapporté par des auteurs asiatiques il y a maintenant près de 20 ans, puisqu'il n'y a pas d'anomalie histologique, pathognomonique qui permet de définir la maladie. Et donc cet aspect typique qui correspond à l'aspect schématique que vous avez en haut à droite ou à gauche montre finalement un axe vasculaire avec tout autour cette dilatation anormale qu'on retrouve ici sur des coupes d'IRM avec des pondérées en T2 avec un hypersignal en rapport avec le liquide qui correspond aux voies biliaires, à la bile qui stagne, et puis les axes vasculaires qui sont en négatif. Ici en T1 après injection, on voit le contraire, on voit l'axe vasculaire et tout autour le développement de cette voie biliaire anormale. Donc là c'est assez spécifique mais malheureusement c'est assez inconstant. Ces anomalies congénitales ont été classées d'un point de vue radiologique en fonction de leur aspect morphologique en France il y a une vingtaine d'années avec Goons qui avait repris les 100 cas publiés dans la littérature avec finalement trois types. Le type 1 qui correspond à des dilatations périphériques en grappe de raisin qui correspond à la description princeps qu'avait rapporté M. Caroli en 1958 avec des dilatations très périphériques et puis la convergence et les canaux biliaires proximaux qui sont normaux. Le type 2, on verra, est le plus fréquent dans cette série. Il concerne une dilatation un peu plus centrale, mais une dilatation surtout fusiforme. Et on verra ici ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de sténose, en tout cas pas de rupture de calibre franche entre une voie biliaire normale puis la dilatation. Il n'y a pas d'obstacle mécanique qui puisse expliquer une rétrodilatation.
Et enfin, le type 3 qui est moins fréquent, qui est une dilatation qui est sous forme cystique en intrahépatique. Donc cette pathologie finalement appartient aux maladies fibrokystiques du foie avec parfois des associations lésionnelles macroscopiques, microscopiques, des lésions qui peuvent partir de la convergence et qui vont jusqu'en périphérie et qui peuvent être de taille plus ou moins importante, voire être millimétriques comme on voit ici. Les autres anomalies qu'on peut retrouver associées dans les maladies fibrokystiques, ce sont les complexes de von Meyenburg. Finalement, on est un peu plus périphérique, on a des dilatations, mais qui ne sont pas en communication avec l'arbre biliaire. C'est ce qu'on appelle les amartomes biliaires. Et enfin, des lésions microscopiques, la fibrose hépatique congénitale, qui a été décrite en France en 1954, où on retrouve une fibrose hépatique qui peut être responsable dans plus de 50% des cas d'une hypertension portale, mais qui ne s'associe pas à une insuffisance hépatique. Et cette pathologie est héréditaire avec une transmission autosomique récessive. Donc quand on parle de dilatation congénitale des voies biliaires intrahépatiques, maladie, syndrome de Caroli, on va dissocier la maladie et le syndrome de Caroli. La maladie de Caroli, finalement, correspond à l'aspect anatomique, la dilatation intrahépatique, et le syndrome de Caroli associe cette dilatation à une pathologie, soit hépatique, avec une fibrose hépatique congénitale sous-jacente, soit une pathologie rénale, puisque au niveau embryologique, on a des anomalies morphologiques avec un axe commun. Donc on peut retrouver une polykystose rénale, une maladie kystique glandulaire, une maladie dite de Cauchy-Rixi. Donc voilà un exemple de fibrose hépatique congénitale avec l'association de lésions d'amartome biliaire qui ne communiquent pas avec les voies biliaires, et puis ici une dilatation périphérique qui communique ici. On voit sur la pièce de résection le passage dans la voie biliaire de dissecteur qui va retrouver cette zone dilatée, qui montre bien la communication. Donc cette stase biliaire liée à la dilatation va être responsable du développement de pathologies lithiasiques avec ses complications mécaniques, avec ses complications septiques. Et le problème de cette maladie, c'est le développement, dans plus de 60% des cas, de sepsis biliaire, d'angiocolite, d'abcès hépatique, avec une évolution cirrhogène vers la cirrhose biliaire secondaire. On voit ici un volumineux abcès intrahépatique, le développement de lithiase dans les dilatations. Bien entendu, lorsqu'il y a une fibrose hépatique congénitale associée, on s'expose au risque d'hypertension portale associée. Et également, chez ces patients qui ont une voie biliaire dilatée, avec des sepsis chroniques à répétition, le risque de dégérescence de l'arbre biliaire, de cholangiocarcinome, avec une incidence qui varie dans la littérature entre 6 et 25%, en tout cas avec des formes en général agressives et de très mauvais pronostics. On peut voir ici le développement d'un cholangiocarcinome dans cette dilatation. Alors, actuellement, ce qui est reconnu, c'est que les critères décisionnels pour la prise en charge, c'est la localisation de la maladie, une forme localisée, surtout à gauche, ou une forme diffuse. Est-ce que le patient est symptomatique ou non? Les complications septiques sont-elles sévères? Doivent-elles justifier un traitement agressif? Y a-t-il de façon sous-jacente une hépatopathie sous-jacente, notamment une fibrose hépatique congénitale? Y a-t-il une atrophie hépatique, comme on peut voir ici au niveau du lobe gauche? Y a-t-il également une atteinte rénale qui peut être responsable d'un sens rénal? Et enfin, toujours avoir à l'esprit le risque de cholangiocarcinome. Donc les traitements, actuellement, il y a des traitements conservateurs qui sont utilisés finalement en cas de non-indication du traitement opératoire. Et actuellement, on recommande, si dans la mesure du possible, un traitement radical chirurgical. Mais ces recommandations, finalement, elles sont faites sur des séries peu importantes, puisque les hépatectomies partielles sont actuellement recommandées pour les formes localisées, et on n'a que 4 séries dans la littérature où il y a plus de 10 patients. La transplantation hépatique est recommandée pour les formes diffuses lorsqu'il y a une atteinte diffuse avec des complications septiques, comme vous pouvez voir ici, avec de la bile infectée, avec des patients qui ont une hépatopathie également sous-jacente qui peut se développer. Mais on a peu de données quand même dans la littérature. Alors qu'est-ce que finalement va apporter cette étude multicentrique AFC? Vous voyez, elle a permis quand même de colliger, certes sur une longue période d'études, mais ça c'est imposé par le fait qu'il s'agit d'une étude multicentrique de pathologies rares. On a retrouvé plus de 150 dossiers. Au départ, 194 dossiers avaient été inscrits sur la base de données électronique de l'Association française de chirurgie. Et compte tenu de la difficulté diagnostique, de l'absence de signes spécifiques pathognomoniques toujours présents, tous les dossiers ont été revus en ce qui concerne l'imagerie, en ce qui concerne le compte-rendu opératoire et en ce qui concerne le compte-rendu anatomopathologique, pour ne garder que les cas qui étaient très en faveur d'une dilatation congénitale, qui associaient l'aspect radiologique typique ou un syndrome de Caroli avec des lésions associées, ou une dilatation, comme je vous ai montré tout à l'heure, progressive de la voie biliaire avec des ruptures de calibre, sans sténose, sans obstacle mécanique.
si bien que nous n'avons pas retenu 39 dossiers, ce qui représente quand même 20% des dossiers qui avaient été proposés par l'ensemble des centres. Il faut savoir qu'il y avait quand même des dossiers anciens, donc il était nécessaire de revoir toutes ces imageries, et en l'absence d'imagerie, on ne retenait pas les dossiers. Donc 150 patients ont pu être analysés. Vous voyez le sexe ratio, qui est équivalent sur retrouvé dans la littérature, à 1,3. Des patients globalement assez jeunes, 50 ans de moyenne d'âge. Il y avait quelques enfants. Et dans cette série, la particularité, c'est que c'est essentiellement une origine caucasienne, alors que la majorité de la littérature est plutôt asiatique. Donc vous voyez ici l'étude, 155 patients, 148 ont été opérés. Il y a eu 3 décès post-opératoires, on va le voir, et plus de 114 patients avaient un suivi plus de 6 mois qui permettait de les évaluer avec le score Mayo Clinique de suivi de ces dilatations congénitales des voies biliaires. On a essayé de comparer le groupe maladie de Caroli au groupe syndrome de Caroli avec 30 patients. Et on voit que finalement, effectivement, c'est logique. Dans les antécédents du groupe syndrome de Caroli avec une fibrose hépatique congénitale, il y a des gestes chirurgicaux de dérivation porto-cave, de traitement endoscopique pour une hypertension portale. Vous voyez quand même que la majorité des patients, avant la prise en charge chirurgicale, ont déjà eu un geste de chirurgical hépato-biopancréatique, soit pour des problèmes lithiasiques, soit des problèmes d'hypertension portale. Entre les deux groupes, concernant les symptômes, donc 10% de la population était asymptomatique lors de la prise en charge chirurgicale. Et vous voyez que les formes compliquées, qui concernent des patients qui ont des angiocolites à répétition, des formes avec cancer, des formes avec hypertension portale, représentent la majorité des patients, plus de 60%, et significativement plus important dans le groupe syndrome de Caroli, essentiellement lié au fait qu'il existait l'hypertension portale dans ce groupe, et puis beaucoup plus d'angiocolite aiguë. La différence entre les deux groupes, les hépatopathies type fibrose hépatique congénitale, bien entendu retrouvées dans le syndrome de Caroli, pas dans la maladie de Caroli, et l'atrophie hépatique, plutôt une évolution lente, qui est retrouvée dans la maladie de Caroli. Et enfin, plus d'un patient sur 2 avait une complication lithiasique intrahépatique. L'atteinte intrahépatique était soit localisée, ou plutôt dit unilobaire, dans 70% des cas environ, essentiellement du côté gauche, 85%, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Il y a probablement un biais de sélection, puisqu'on est dans des séries chirurgicales, avec des malades qui sont plus volontiers adressés pour un traitement radical lorsqu'ils sont accessibles à des formes localisées, accessibles à une chirurgie, et notamment du côté gauche, alors que les formes bilatérales, plus difficiles à traiter, avec un traitement actuellement moins recommandé, ne sont pas forcément tous adressés au niveau chirurgical. Et vous voyez qu'ici, ces formes gauches sont souvent associées à une atrophie. Donc plus de formes bilobaires lorsqu'il s'agissait d'un syndrome de Caroli, ce qui paraît assez logique. Au niveau de l'aspect radiologique, donc la forme princeps rapportée par M. Caroli, c'était un patient sur 3 avec ces dilatations grappes de raisin, plus fréquemment retrouvées dans le syndrome de Caroli. Et un patient sur 2 avait une dilatation fusiforme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La prise en charge chirurgicale, 7 patients n'ont pas été opérés, soit parce qu'ils avaient des indications de transplantation, ils étaient sur liste d'attente de transplantation, soit parce qu'ils devaient être opérés. Un patient a été surveillé, il s'agissait d'un patient jeune qui était asymptomatique, et un patient est décédé avant traitement, avant transplantation, d'une hémorragie digestive. Donc au total, on a quand même 111 patients qui ont bénéficié d'une hépatectomie anatomique, 8 fois par voie célioscopique, essentiellement pour des lésions du lobe gauche. Et 28 patients ont été transplantés, essentiellement dans le syndrome de Caroli, puisqu'il s'associe en général à des lésions diffuses et à une hypertension portale. Et enfin, un groupe de 9 patients qui n'ont pas eu de geste typique, qui ont eu une chirurgie de dérivation biliaire, qui ont eu une résection atypique ou une exploration simplement liée à la découverte d'un cancer infiltrant. Alors si on sépare les deux groupes, hépatectomie, transplantation, 111 hépatectomies avec une mortalité nulle et une morbidité sévère, donc supérieure ou égale à grade 3 de classification de Dindo et Clavien, de l'ordre de 15%. La transplantation, on voit tout de suite, c'est une stratégie donc, qui est beaucoup plus agressive et beaucoup plus morbide. 11% de mortalité, ce qui fait 3 patients, et 39% de morbidité sévère. Les 3 patients décédés étaient des patients transplantés. Une fois en opératoire chez un patient qui avait déjà eu une hépatectomie droite, alcoolisation du segment 1, qui est décédé d'hémorragie péropératoire de dissection de la veine cave. Et enfin, 2 autres patients sont décédés en post-opératoire, AJK d'une non-fonction primaire,
et AJ53 après défaillance multiviscérale suite à un rejet aigu. Si on prend l'ensemble du suivi chez ces patients, 35 mois, vous voyez que 10% des patients ont dû bénéficier d'un geste additionnel, soit pour une lithiase résiduelle laissée en place, soit pour le traitement d'une sténose biliaire. Et enfin, 2 patients ont bénéficié d'une hépatectomie dans un deuxième temps. 2 patients à long terme ont été retransplantés pour rejet chronique. Chez les patients qui ont un suivi de moins de 6 mois, la majorité est en vie sans complications, et ceux qui ont un suivi de moins de 6 mois sont surtout des patients qui sont perdus de vue. Vous voyez ici, il y en a à peu près une dizaine. Et on a pu ensuite voir les patients qui avaient un suivi de plus de 6 mois. 3/4 sont asymptomatiques et en vie sans complications. Le suivi médian est quand même de 49 mois, ce qui est intéressant dans cette pathologie. Et ces patients, finalement, c'est 80% de patients opérés, en vie, qui ont un suivi de plus de 6 mois, ont pu être évalués selon le score spécifique des dilatations congénitales des voies biliaires, le score d'un Mayo Clinic qui avait été défini par Jean-François Gigot il y a une dizaine d'années. Finalement, un résultat est jugé comme excellent si les patients sont asymptomatiques, bon si les patients sont symptomatiques mais avec de rares épisodes qui n'altèrent pas la qualité de vie, d'angiocolite, voire de pancréatite, s'il y a des migrations lithiasiques, passable lorsqu'il y a une altération de la qualité de vie, et mauvais si un geste, une procédure interventionnelle est justifiée en raison des complications biliaires, en raison d'un cancer. Donc voilà les résultats selon le score Mayo Clinic. Vous voyez que pour l'ensemble de la série, 85% de bons résultats après un suivi médian de 49 mois. Il n'y avait pas de différence entre le groupe maladie syndrome de Caroli. Pas de différence si on prenait les patients opérés précocement asymptomatiques, 10%, et ceux opérés qui étaient symptomatiques. Et enfin, il n'y avait pas de différence, malgré une mortalité post-opératoire importante après transplantation, entre le groupe hépatectomie et le groupe transplantation. Et ce, parce qu'on va le voir par la suite, il y a des patients opérés pour un cancer qui ont un très mauvais résultat dans le groupe hépatectomie. On a essayé de voir un petit peu quels étaient les facteurs prédictifs de mauvais résultats ou de résultats passables à long terme. 3 facteurs ont été retrouvés en analyse univariée. Le drainage biliaire préopératoire, qui témoigne d'un malade infecté, la présence d'un cancer synchrone, et puis une complication biliaire post-opératoire. Cependant, après une analyse multivariée, aucun de ces 3 facteurs ne ressortait de façon significative. Donc, dans le groupe hépatectomie, cette série avec 85% de très bons résultats à long terme d'un point de vue clinique est comparable à celle de la littérature, mais vous voyez qu'il y a seulement 4 séries dans la littérature avec plus de 10 patients. La série FC avec 111 patients apporte quand même une pierre à l'édifice avec un nombre conséquent de patients et un suivi de plus de 4 ans. La survie globale de tous ces patients opérés, transplantés, 81% à 10 ans, pas de différence, maladie ou syndrome de Caroli, pas de différence, hépatectomie ou transplantation. Je vais faire quelques diapos spécifiques sur le groupe transplantation, 28 patients, des patients jeunes, 36 ans de moyenne d'âge. Vous voyez que c'est des patients qui ont une histoire clinique liée à la maladie, à l'anastomose bio-digestive, à l'anastomose portosystémique, hépatectomie, que les patients transplantés étaient des patients qui étaient tous sauf un symptomatiques, qui avaient une présentation clinique compliquée, angiocolite à répétition, infection à répétition ou hypertension portale, qui justifiait donc le recours à la transplantation hépatique. Un malade sur 2 avait soit une cirrhose biliaire secondaire, soit une fibrose hépatique congénitale. Un malade sur 2 avait une lithiase biliaire en place. Aucun n'a été transplanté pour cholangiocarcinome. Tous avaient une atteinte diffuse bilobère. Et dans 60% des cas, les patients avaient un syndrome de Caroli. Les indications, je vous l'ai dit, tous sauf un avaient soit des angiocolites sévères, soit une hypertension portale. Et un patient avait été opéré d'une hépatectomie, avait une récidive lithiasique diffuse qui a justifié une transplantation. Un malade sur 7 a été opéré alors qu'il était septique en périopératoire. Le sepsis non maîtrisé est une contre-indication à la transplantation hépatique, sauf s'il est d'origine hépatique, puisque l'hépatectomie va permettre d'enlever le foyer septique. Donc ça, c'est un des problèmes au moment de la transplantation chez ces malades infectés. Et vous voyez qu'il y avait des patients qui avaient également une pathologie rénale associée qui justifiait une greffe foie-rein combinée chez 4 patients. Les suites, je vous l'ai dit, 3 décès, et ça c'est le tendon d'Achille de la transplantation. Une morbidité sévère importante, 39%, 4 transplantations d'urgence pour non-fonction primaire, rejet aigu ou thrombose artérielle. Le groupe transplanté avait un suivi moyen de 58 mois. 2 patients ont été regreffés pour rejet chronique. Mais finalement,
le score clinique Mayo Clinic était bon avec 85% sur le suivi. Et vous voyez ici les survies à 10 ans. Vous avez sur ce graphique la survie des patients, la survie des greffons. Et on voit qu'on obtient une survie à 10 ans quand même de 74%, ce qui est au-delà des recommandations actuelles où l'objectif est d'avoir 70% de survie à 10 ans pour justifier une indication de transplantation. Alors voilà ce qu'on a dans la littérature concernant la maladie de Caroli et les transplantations. On a 2 registres. Le registre européen de l'ELTR qui a été rapporté en 2006, 110 patients. Vous voyez que les indications sont rares de transplantation, 0,2%. Survie à 10 ans, 76%. Mais on n'a pas énormément de détails sur les indications. Le registre américain qui vient d'être mis à jour avec 140 patients, là encore des patients jeunes, 77% de survie à 10 ans. Et il y a eu une étude comparative dans ce registre qui montrait que la survie de ces patients était identique à la transplantation réalisée pour les autres indications. Et enfin, on a une série monocentrique qui est l'équipe de Pittsburgh, qui a des résultats qui sont un petit peu moins bons au long cours. Et surtout, dans cette série, ils ont mis en évidence que le fait de greffer un patient qui avait un sepsis dans les mois précédant la transplantation était un facteur de mauvais pronostic et diminuait significativement la survie à 1 an post-transplantation. Et enfin, donc la série EFC avec 28 patients qui retrouvent ce chiffre de 74% de survie à 10 ans. En ce qui concerne le risque carcinologique, l'incidence dans la série de cholangiocarcinome a été de 5,2%. Elle est bien entendu sous-estimée puisqu'il s'agit d'une série chirurgicale et que les patients qui ont été inclus dans cette série étaient des patients qui étaient inclus à visée curative pour être opérés et que les patients qui étaient non opérables n'ont pas été retenus dans cette série. Vous voyez que le pronostic est catastrophique parce que malgré une intervention avec une chirurgie R0 chez 6 patients sur 8, la médiane de survie est de 7 mois et la survie à 1 an de 33%, avec la différence de survie entre le groupe sans et le groupe avec cancer qui est clairement significative. Donc un pronostic, une fois que le diagnostic est fait, qui est vraiment extrêmement mauvais. Donc en synthèse, finalement, de cette série, qu'est-ce qu'on peut retenir? Un nombre important de patients et surtout essayer d'avoir une sélection la plus rigoureuse possible de ces patients puisque les critères de sélection, il y a peu de signes pathognomoniques, en tout cas ils sont inconstants. Cette série a confirmé que le traitement chirurgical radical de la maladie de Caroli, soit par hépatectomie pour les formes localisées ou accessibles à une chirurgie hépatique, en général unilobaire, soit par transplantation pour les formes graves, diffuses, compliquées, d'angiocolite à répétition d'hypertension portale, mais avec un nombre conséquent de patients qui renforce ces données. Le pronostic du cholangiocarcinome est redoutable. La question maintenant est finalement de se dire, très bien, le traitement chirurgical donne des très bons résultats, mais quand faut-il opérer? Il y a un problème lié au sepsis, il y a un problème au risque de dégénérescence. Est-ce qu'on peut essayer de répondre avec ces données de la série AFC? Je crois que pour les patients qui ont des indications d'hépatectomie, on peut répondre. C'est-à-dire que les patients qui ont une forme unilobaire, voire bilobaire, mais accessible à une résection complète par hépatectomie, dans la mesure où le fait de faire cette chirurgie avant les complications ou à distance des complications, donc d'éviter la chirurgie en milieu septique, de prévenir le cholangiocarcinome, dans cette série 111 patients qui ont une mortalité nulle, les bons résultats à long terme font à mon sens que le traitement prophylactique peut être proposé dans cette situation lorsqu'on fait le diagnostic chez les malades, même asymptomatiques. Par contre, lorsque il existe une indication de transplantation, on sait que la transplantation donne les mêmes résultats de survie que pour les autres indications, plus de 70% à 10 ans, mais on n'est pas encore dans des chiffres de 90%. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est si on greffe ces patients en milieu septique, eh bien, le risque post-opératoire est majoré. Voilà un exemple, un malade qui avait l'abcès hépatique, que vous avez vu tout à l'heure, qui est greffé, qui a des suites assez simples, et au bout d'un mois, voilà, on découvre un anévrisme mycotique. Donc des complications spécifiques liées à une chirurgie en milieu septique. Enfin, y a-t-il une place pour les patients qui ont une atteinte diffuse pour prévenir la dégénérescence? On connaît finalement mal l'évolution de la maladie, on sait que le risque de dégénérescence existe. Il faut le comparer dans cette série entre 5% de risque de cancer, mais il est sous-évalué, une mortalité après transplantation de 11%. Si on est assez restrictif, on compare 5 à 11, mais en fait, les 5% sont sous-évalués. Le problème de la transplantation en France, actuellement, c'est quoi? Pour greffer un patient, on dispose actuellement du score foie, un score qui est dépendant de l'insuffisance hépatique, et finalement, ne vont pouvoir accéder à la transplantation que les patients qui ont une insuffisance hépatique
ou que ceux à qui on peut octroyer des points experts liés au fait qu'ils font des angiocolites à répétition. Donc il n'y a pas de place actuellement en prévention chez des malades peu symptomatiques ou sans insuffisance hépatique. Donc certains ont eu recours aux dons vivants, c'est 5% dans le registre américain. Il y avait 1% dans la série, un patient dans la série qui était transplanté avec un don vivant. Et donc la balance, c'est bénéfice-risque. Actuellement, on peut considérer que le risque lié à la transplantation paraît, je ne peux pas dire supérieur, mais assez important pour ne pas pouvoir recommander actuellement cette transplantation de type en préventif. Par contre, bien entendu, si les malades sont symptomatiques, ça va favoriser et renforcer l'indication. Et ce moment idéal de la transplantation reste quand même à préciser. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cet exposé très didactique et très clair. Y a-t-il des questions à Jean-Yves Mabru? Avant, on va donner la parole, le temps que vous réfléchissiez à vos questions, à Daniel Jeck qui va faire une intervention sur cette communication. Je rappelle ensuite que pour les questions, nous vous demandons de donner votre nom pour que l'enregistrement puisse être fait de façon correcte. Voilà. Daniel Jeck. Non, j'ai pas de dépôt. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord faire quelques commentaires sur cette très belle présentation qui nous a été faite. Et d'abord pour féliciter les auteurs, puisque c'est un travail collectif. C'est vous qui avez mené le bateau au port, mais en tout cas, vous avez travaillé longtemps sur cette longue série, puisque je rappelle qu'au départ, il y avait 600 dossiers, je crois, et que vous avez fait une sélection pour aboutir à 155 malades. Donc on peut vraiment se féliciter de la tradition de l'AFC, qui est d'organiser tous les ans les 2 rapports. Et ces 2 rapports, quand on regarde dans la littérature de ces dernières décennies, ces 2 rapports ont souvent été l'objet d'un travail dans la littérature anglo-saxonne, américaine, enfin internationale. Et comme vous l'avez souligné ici, votre série, c'est la série la plus importante qui ait jamais été publiée sur ce sujet. Donc c'est un petit cocorico, mais je crois que ça vaut la peine de le faire. Et il faut continuer à faire ces rapports tous les ans, même si c'est un énorme travail. Le deuxième point, c'est la qualité des résultats. Les résultats sont excellents puisque la mortalité après hépatectomie est nulle. Donc je vous demanderai peut-être de faire un petit commentaire là-dessus. En revanche, la mortalité après transplantation est de l'ordre de 10%, donc c'est tout à fait dans les limites de ce qui est habituellement acceptable, considéré comme acceptable. Et votre survie globale, qu'il s'agisse de la transplantation ou de l'hépatectomie, est tout à fait excellente. Alors évidemment, lorsque on aborde le problème du cholangiocarcinome, alors là, les résultats sont désastreux, aussi bien pour la résection que pour la transplantation. Donc là, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que dans les pièces d'hépatectomie, qu'il s'agisse d'hépatectomie partielle ou d'hépatectomie totale pour transplantation, est-ce que vous avez trouvé des cholangiocarcinomes in situ? Et si oui, est-ce que ça a modifié ensuite le pronostic? Vous voulez répondre tout de suite ou bien on fait l'ensemble des questions? Donc, première question concernant les cholangiocarcinomes in situ. Deuxième question, c'est une étude rétrospective et on comprend très bien que vous n'alliez pas faire sur une pathologie aussi rare une étude prospective. L'inconvénient de cette étude rétrospective, c'est qu'elle est multicentrique, donc 26 centres, et elle s'étale sur une période de 33 ans. Et on peut penser que dans la thérapeutique, notamment dans les hépatectomies, dans les transplantations, des progrès ont été faits également dans le diagnostic pendant cette période de 33 ans, qui fait que peut-être les résultats sont meilleurs à la fin de la période qu'au début de la période. Je ne sais pas si vous avez analysé ce problème. Ensuite, le moment de la transplantation, vous avez bien souligné qu'il est difficile à préciser. Et lorsqu'on se retrouve face à un malade asymptomatique, mais dont on sait qu'il est porteur de ces lésions, qu'elles sont bilatérales, à quel moment et à quel âge du patient allez-vous vous décider à lui faire une transplantation? Et là, j'ai une observation dans notre service d'un patient qui avait été opéré au stade de nourrisson pour une complication, une perforation d'une dilatation kystique. Donc les chirurgiens pédiatres lui avaient sauvé la vie et lui avaient mis une anse en Y. Et nous l'avons revu lorsqu'il avait 17-18 ans,
avec des lésions majeures dans le foie gauche, et on lui a donc fait une hépatectomie gauche, élargie aux 4. Et actuellement, on le suit, parce que qui nous dit qu'il ne va pas développer des lésions sur le foie droit? Alors, est-ce que vous êtes intéressé à cet aspect des choses? Et pendant combien de temps faudra le suivre? Probablement toute sa vie. Et la maladie se développe de l'autre côté alors qu'elle n'existait pas au départ, pendant combien de temps faut-il suivre pour ne pas manquer le moment de cette évolution? Voilà, je vous laisse répondre. Merci beaucoup pour les commentaires et les questions pertinentes qui posent beaucoup de problèmes. Alors, première réponse, c'était sur la transplantation, les pièces d'hépatectomie. Effectivement, aucun malade n'a été transplanté pour une indication de cholangiocarcinome, puisque la plus grande série qui remonte à 2000, c'était Meyer, qui a montré que les cholangiocarcinomes transplantés avaient une espérance de vie qui était nettement inférieure aux autres indications. Donc il n'y avait pas d'indication de transplantation lorsque le cholangiocarcinome était diagnostiqué en préopératoire. Sur pièce d'hépatectomie, sur les 28 transplantés, il n'y avait aucun cas de cholangiocarcinome découvert sur pièce d'hépatectomie. Donc on a essayé de savoir. Alors, on était intéressé par ces résultats, mais on n'a pas eu la chance ou l'opportunité, je ne sais pas comment il faut dire, d'avoir un cancer sur pièce d'hépatectomie. Donc on ne peut pas répondre à cette question sur la découverte in situ sur l'examen histologique. Vous m'avez posé une question sur la mortalité après hépatectomie de 0%, bien entendu. Il s'agit d'une étude multicentrique, rétrospective, où chacun est libre de donner ses dossiers. Donc c'est une des limites évidentes. Il faut quand même, ce qui est important quand même, c'est que même si la mortalité était nulle, cette série, il y a quand même pas mal de malades qui étaient opérés avec des sepsis. Et donc ça donne quand même une orientation de dire que la mortalité de ce type d'hépatectomie n'est pas augmentée finalement par rapport à ce qu'on fait de façon standard. On peut comparer ça aux difficultés liées à la chirurgie d'hépatectomie pour la polykystose, où on sait que c'est compliqué. Là, finalement, on se dit, voilà, il y a des malades qui ont été sceptiques, il y en a qui sont sceptiques, et finalement, de les opérer n'augmente pas forcément la morbimortalité. Et peut-être pourquoi? Parce que c'est des malades qui ont eu des résections anatomiques. Et donc, ce qui est très important, c'est d'avoir une cartographie précise en préopératoire. Donc là, je n'ai pas précisé, mais ça va répondre aussi à la question suivante, qui est la durée d'étude. En fait, 70% des malades, plus de 70% des malades ont été opérés après l'année 2000. Donc même si la période d'étude est très longue, 78 jusqu'à 2011, 70% des malades ont été opérés entre 2000 et 2011, ce qui donne quand même quelque chose d'assez homogène. Et 70% des malades ont eu une cholangio-IRM dans le bilan préopératoire, qui est actuellement considéré comme le gold standard pour l'examen de référence pour la cartographie des lésions biliaires. Donc, je crois que ça explique ces résultats. Bien entendu, 0%, si on rajoute des malades, on va dépasser 0%, c'est évident. Vous m'avez posé une question difficile sur l'histoire de la maladie en transplantation. Quand est-ce qu'il faut les transplanter? La difficulté, c'est qu'on a des séries historiques sur le devenir de ces malades non opérés. Et il y a 3 papiers dans la littérature qui ont suivi des cohortes de patients, de 20-30 patients. Et finalement, au bout de 4-5 ans, il y en a 40% qui sont décédés. De complications notamment infectieuses. Et donc, ça justifie probablement une thérapeutique agressive. Après, on n'aura pas actuellement, on ne peut plus avoir de série de surveillance. Déjà, le nombre de malades n'est pas important. Je crois qu'actuellement, un patient qui devient symptomatique, on ne peut pas le laisser en surveillance quand on connaît le risque de dégénérescence, le risque de complications. Et avec ces séries rétrospectives qui montraient que les malades non opérés ou non opérables avaient un risque de décès lié à la maladie dans 40% des cas à 5 ans. Bien entendu, le traitement médical a progressé depuis, le traitement endoscopique, le traitement médicamenteux. Donc on ne peut pas comparer une chirurgie moderne à un suivi historique ancien sans mettre, je dirais pas en concurrence, mais en rapport avec les progrès des traitements médicaux. Et je crois votre dernière question concernait la surveillance. Oui. Alors, le cas notamment chez ceux qui ont eu une hépatectomie. Tout à fait. Alors, on a des données, par exemple pour le cas que vous avez précisé, là on a plus de données que pour le Caroli. C'est-à-dire que le Caroli des malades qui ont une hépatectomie, le devenir du reste de l'arbre biliaire, ça on a très très peu de données. C'est-à-dire que, a priori, les cancers se développent dans des zones dilatées. Donc si on a fait une chirurgie hépatique qui a priori est justifiée si on peut enlever tout l'arbre biliaire pathologique, en théorie on met le patient à l'abri, mais on ne sait pas. On n'a pas de données dans la littérature.
Par contre, dans le cas que vous avez rapporté, on se retrouve dans une situation un peu différente. C'est-à-dire que c'est un malade qui avait un type 4A de taux d'anis, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une atteinte extrahépatique, dilatation congénitale de la voie biliaire extrahépatique, plus une atteinte intrahépatique qui parfois évolue et n'est pas diagnostiquée au départ. Et ça va être un peu le sujet de Reza Kian-Manège, c'est-à-dire que c'est des malades qui ont, d'un point de vue physiopathologique, une anomalie de jonction bio-pancréatique qui est responsable du reflux de liquide pancréatique. Et ça, on a plus de données dans la littérature. C'est-à-dire que les malades opérés, ils peuvent, dans l'évolution, faire un cancer sur le reste de l'arbre biliaire, au niveau de l'anastomose, au niveau de la voie biliaire intrahépatique, au niveau de zones dilatées, au niveau de zones non dilatées au départ. Et on sait que ce risque augmente avec l'âge. Avant 20 ans, il est quasiment de 0%. Et si on arrive à 70 ans, il est de 40%. Donc ces malades-là, on sait que si ils sont opérés avec une dilatation congénitale voie biliaire intra- et ou extrahépatique, ils ont un risque de cancer qui évolue avec l'âge, qui augmente avec l'âge, même si on enlève toute la zone macroscopiquement pathologique. Donc ceux-là, il faut les surveiller. Après, comment les surveiller? Ça, c'est Seulement les surveiller ou certains les transplanter? Parce que 40%, c'est beaucoup. 40%, c'est beaucoup, mais alors le chiffre de 40%, il est donné à l'âge de 70 ans lorsqu'on découvre la maladie. Et après, quand on regarde un petit peu les malades opérés et l'évolution, donc les cancers métachrones, il y a à peu près 40 patients rapportés dans la littérature, et on voit que la dégénérescence, ça peut avoir lieu au niveau de l'anastomose, ça peut avoir lieu au-dessus de l'anastomose, dans une zone non réséquée, et même dans des zones qui étaient jugées normales au départ. Donc ça justifie de ne pas les laisser dans la nature. Après, quel est le bénéfice d'une surveillance? Ce n'est pas évident, mais le nombre de malades déjà est peu important. Donc c'est des malades un petit peu catégorisés entre guillemets. Actuellement, nous, ce qu'on fait, on leur fait une IRM tous les 18 mois. 18 mois. Voilà, mais c'est simplement en considérant que c'est un examen non invasif. Et c'est probablement l'examen qui est le meilleur actuellement pour faire le bilan d'une éventuelle dégénérescence. Bon, c'est l'attitude qu'on a choisie pour ce patient qu'on suit depuis maintenant 5 ans à peu près. Alors, entre-temps, pour la petite histoire, il a déménagé à Berlin, il fait des études là-bas, et donc avec Peter Neuhaus, on se partage le suivi. Mais pour le moment, on était d'accord de ne pas le transplanter, mais on sait qu'on prend un risque. Et quand on dit aux patients qu'il y a un risque de développer un cholangiocarcinome, c'est sûr que c'est une perspective redoutable. On espérait pouvoir répondre à la question avec cette série, mais la morbimortalité liée à la transplantation, qui est incompressible, fait que ça rend difficile les indications de transplantation prophylactique dans cette indication. Là, je remercie notre vice-président de cette intervention. Je demande au professeur Mabouy de revenir ici, puisqu'il y a des questions dans la salle. Alors... Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous féliciter parce que c'est vraiment un travail très, très remarquable. Et je voudrais faire 2 commentaires et un reproche. Les commentaires vont dans le même sens que Daniel Jecques. En effet, nous avons la chance, avec ces rapports de l'AFC, de faire des travaux qui sont peu faits ailleurs. Et je vais prendre par exemple la réunion commune de l'Académie de chirurgie et l'American College of Surgeons. Au cours de cette réunion, j'avais comparé 2 rapports de l'Association française de chirurgie, celui de 88 et celui réalisé par Regimbaud, Pruvot et Farge. Et après cette communication, Bas Moussa m'avait dit c'est le genre de choses que nous ne pouvons pas faire. Et il m'avait même proposé d'aller faire cet exposé aux États-Unis. Donc je crois que ces rapports de l'AFC sont très importants. La deuxième chose aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé des travaux prospectifs et randomisés. On en revient un peu, notamment pour les médicaments, comme on a vu avec le Vioxx, ou même pour les prothèses, comme on a vu pour les prothèses Johnson & Johnson, où on s'aperçoit qu'il faut des grandes séries pour s'apercevoir qu'on a des complications majeures avec certains médicaments ou certains matériels implantables. Alors le reproche, c'est le fait, dans mon expérience et l'opinion que j'en ai, c'est qu'il y a un examen et une manœuvre qui est extrêmement dangereuse dans le Caroli, qui est coupable, c'est la sphinctérotomie. Dans une maladie de Caroli qui est aseptique, faire une sphinctérotomie, c'est vraiment un danger majeur pour le futur. Et bien sûr, ça ne se fait pas dans les services de chirurgie, mais je crois qu'il faut quand même accentuer et insister là-dessus, parce que ça me paraît un très grand danger. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tout à fait d'accord avec vous. On avait fait un papier il y a quelques années sur une série avec M. Jecques, avec Jean-François Gigot. On avait 33 malades et on avait mis cet élément
dans le papier en disant que c'était important d'éviter toute manœuvre endobiliaire qui allait contaminer l'arbre biliaire. C'est-à-dire que si on a un malade qui est asymptomatique, ici il faut absolument éviter un geste diagnostique invasif puisqu'il va contaminer l'arbre biliaire et qui va exposer aux complications. Donc ça c'est clair. On le pense fortement, cependant les données dont on dispose dans cette série AFC ne permettent pas de donner cet argument. C'est-à-dire que c'est un argument très clair clinique, mais dans la mesure où on a une série chirurgicale, on ne peut pas agir sur cet argument. On a essayé de regarder les malades qui avaient une sphinctérotomie. Est-ce qu'il y avait une différence, oui, non? Malheureusement, on n'avait pas assez, comme c'est rétrospectif, de précision sur l'indication de la sphinctérotomie. Et on ne pouvait pas savoir quel malade avait une sphinctérotomie à visée diagnostique, quel malade avait une sphinctérotomie à visée thérapeutique. Cependant, il y a 10% de malades asymptomatiques, donc la majorité des malades qui avaient une sphinctérotomie, c'est quand même 40%, l'avaient à visée thérapeutique. Voilà. Mais on n'avait pas assez de précision pour individualiser quelques malades qui étaient asymptomatiques, sphinctérotomie pour une cholangiographie rétrograde à visée diagnostique et qui sont compliqués. Mais effectivement, c'est une recommandation de bon sens et qui paraît tout à fait logique. Ah, une autre question, Philippe Montupet. Bonjour, Philippe Montupet, chirurgien pédiatrique à Bicêtre. Évidemment, dans notre équipe, la maladie et le syndrome de Caroli sont des interrogations régulières sur le plan des indications thérapeutiques. Et d'où, excusez-moi, avec une si belle série, l'intérêt de reposer des questions qui ont déjà été parfaitement évoquées, celles de l'âge et des critères éventuels concernant la transplantation, parce que le chiffre de 11% qui est donné, ce sont donc 3 patients. Concernant le décès après transplantation, on peut considérer que l'interprétation de ces 11% est un biais compte tenu de la faiblesse du nombre. Et puis également, il y a donc 2,6% d'enfants de cette série qui ont subi la transplantation hépatique. Pouvez-vous, sur ces 2 petits nombres, donner quelques précisions à la fois sur les 3 patients qui représentent 11% de décès post-TH et sur les 2,6%, c'est-à-dire 3 enfants qui ont été transplantés? Donc concernant la mortalité après transplantation, c'est vrai qu'on s'adresse à des patients jeunes et on s'adresse à des patients qui n'ont pas de cancer. Et donc, on estime qu'on est dans des conditions assez optimales pour avoir une mortalité la plus faible possible. Le problème, c'est qu'on s'adresse aussi à des patients infectés. Et on se pose la question, est-ce que les infections, le sepsis, peut être responsable de la mortalité post-opératoire? C'est ce qu'ont montré l'équipe de Pittsburgh en montrant que les malades qui avaient un sepsis périopératoire dans les mois précédents avaient une survie moins bonne à 1 an. On n'a pas retrouvé ça dans cette série, probablement parce que le nombre de patients est relativement limité. Et il n'y a pas eu de décès qu'on puisse imputer à un problème septique périopératoire sur les 3. Mais on note quand même que le premier cas est un cas de décès, de difficulté périopératoire, qui est quand même lié au fait que le malade avait été opéré, donc avait été traité pour sa pathologie. Donc c'est quand même indirectement lié à la pathologie. Les 2 autres cas sont finalement des complications générales et malheureusement habituelles de la transplantation, c'est-à-dire le rejet, c'est-à-dire la non-fonction primaire. Et donc là, on va se retrouver dans une thérapeutique avec un taux incompressible de mortalité post-opératoire. C'est d'autant plus difficile actuellement que la qualité des greffons, en tout cas en France, est de moins en moins bonne, et qu'on aura envie de privilégier quelque part ces patients qui sont des très bons candidats à la transplantation avec une espérance de vie très importante, qu'ils aient des greffons de qualité. Après, ça reste un problème éthique, un problème de bénéfice individuel, de bénéfice collectif. À qui faut-il donner les meilleurs greffons, entre guillemets? Encore, si on peut choisir. En tout cas, le score actuellement en France ne permet pas que les patients accèdent à la transplantation s'ils ne sont pas graves, puisqu'il faut qu'ils aient un score MEL, donc une insuffisance hépatique importante, ou qu'ils aient des sepsis à répétition. Donc on est dans une difficulté de sélection des indications et du moment de la transplantation et du choix également, parce que finalement c'est un appariement donneur-receveur, qualité du donneur, qualité du état du receveur, pour jouer un petit peu sur les résultats de la transplantation. En tout cas, la transplantation, c'est clair, la mortalité, on ne descendra jamais à 0, et dans toutes les autres indications, on va retrouver ces chiffres, 6, 7, 8, 10, 12%. Donc on est dans du entre guillemets, dans du standard de résultats en transplantation. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et finalement, il y a une spécificité liée à la maladie, mais il y a aussi la morbidité incompressible après transplantation. La deuxième question concernait les enfants.
Alors, il n'y a pas de série pédiatrique importante. Ce sont que des cas rapportés. Ici, il y a quelques enfants. Dans la littérature, c'est un enfant par-ci, par-là. Je crois qu'on ne peut pas donner de généralité. En tout cas, ceux qui ont été transplantés n'ont jamais été transplantés à visée prophylactique. C'était toujours des enfants, et essentiellement des enfants qui avaient un syndrome de Caroli avec une hypertension portale et des lésions biliaires associées. Et je crois qu'on ne peut pas donner de généralité. Là, vraiment, on est dans du cas par cas. Y a-t-il d'autres questions? Brève. Daniel, Jacques. Après hépatectomie et en cas de récidive sur le foie contralatéral, est-ce qu'il y a une place pour une hépatectomie itérative pour éviter justement la transplantation et le risque inhérent à toute transplantation? Bon, alors, là encore, on est dans une discussion théorique. Il y a eu 2 malades qui ont bénéficié d'une hépatectomie dans un deuxième temps. Je crois qu'à partir du moment où on peut... c'est quand même rare parce que ça veut dire que souvent... probablement, on a laissé en place une zone pathologique. C'est quand même rare que la maladie Caroli révolue après. Mais ça peut arriver si des complications lithiasiques. À mon sens, à partir du moment où on peut faire une hépatectomie et enlever la totalité de l'arbre biliaire pathologique, il n'y a pas lieu de justifier de faire une transplantation qui expose aux complications au long cours de l'immunosuppression, à la mortalité post-opératoire, et qui aussi, je dirais, prive un autre malade d'un greffon potentiel. Donc je crois que tant qu'on peut faire une hépatectomie radicale qui enlève tout l'arbre biliaire pathologique, il faut rester dans l'hépatectomie. On avait essentiellement des malades qui avaient une forme unilobaire, qui ont une hépatectomie. Il y a 8 malades qui avaient une forme bilobaire, qui ont une hépatectomie avec des bons résultats, mais qui étaient très sélectionnés, avec une chirurgie bilatérale très sélective. Bien, merci beaucoup pour la qualité de la présentation et des réponses.